Bienvenue à tous, bonsoir. Bonsoir. Merci à tous d'être là, plus nombreux que la dernière fois. Parmi vous, on a des gens qui sont déjà utilisateurs de logiciels, d'autres qui ne le sont pas encore, donc ce sera peut-être des fois un petit peu ardu pour ceux qui ne connaissent pas encore et ne sont pas encore familiers de tout ça. Mais bon, n'hésitez pas à nous contacter pour avoir des infos, on est là pour ça. Avant qu'on démarre, on voulait juste valider comme d'habitude déjà que vous nous entendiez bien et pensez aussi à couper vos micros pour pas qu'on ait de parasites. Donc je vais peut-être laisser quelques-uns nous dire si jamais tout est OK pour vous. Est-ce que quelqu'un peut nous signaler Si le son est OK. que le son est bon? Ok, Parfait. super. Donc, ce soir, comme on vous l'avait annoncé, on va avoir une discussion technique, hein, après vous avoir présenté l'outil la dernière fois en début de mois. Aujourd'hui, on va s'attarder sur tout ce qui est, en gros, les structures de Carto sur les calculateurs Delphi. On a fait ce choix suite à un vote populaire qu'on avait émis auprès de vous. Vous aviez le choix entre Delphi et Denso. Vous avez opté pour Delphi. Donc, on est parti sur Delphi. Ce soir, le duo habituel, moi, en ce qui me concerne, donc Jérôme, et Aurélien, qui est le directeur technique de Sport System et qui est aussi co-dirigeant de l'entreprise. Pour représenter un peu Sport System pour ceux qui viennent ici pour la première fois, rapidement, Sport System, c'est une structure qui existe déjà depuis plus de 25 ans, qui travaille de façon multisectorielle, puisqu'on fait du VL, on fait du PL, on fait de l'agricole, on fait même parfois de la marine. En termes de volume, ça représente quand même plusieurs milliers d'optimisations dans l'année, puisqu'on tourne à peu près aux alentours de 4500. En termes d'effectifs, je peux assurer qu'on est les plus gros aujourd'hui en France, puisqu'on a 18 salariés, dont une équipe de techniciens motoristes qui sont là pour faire les cartos pour nos partenaires et qui aussi assurent tout le support technique en direct tous les jours au quotidien sur les outils. Et enfin, pour terminer, on travaille avec plus de 400 partenaires un peu partout en France, bien évidemment. Mais aussi, on va un peu hors de France puisqu'on est présent au Canada, en Suisse et en Belgique. Et pour terminer, on est certifié ISO 9001 depuis maintenant, je crois que ça fait 4-5 ans. C'est ça même, 5 ans. Voilà, 5 ans. Donc voilà, ça nous a obligés aussi à structurer notre façon de faire, la façon dont on traite le SAV. Voilà. En tout cas, on essaie d'être le plus réactif possible par rapport à vous. Donc aujourd'hui, technique. On va reprendre dans un premier temps un petit peu, on va dire, les fonctions de base de l'outil, le logiciel. Et puis on va reparler un petit peu des adressages, on va dire un peu en quoi ça consiste, Voilà. le rôle de traduction qu'ils ont par rapport aux données brutes du calculateur. Donc je vais laisser tout de suite la parole à Aurélien qui va prendre la suite. Juste pour vous dire, on va faire comme d'habitude, c'est-à-dire qu'Aurélien va faire une petite présentation technique et on répondra à vos questions dans une deuxième partie. Donc là, on en a pour à peu près une vingtaine de minutes avec toi. Et puis on répondra à vos questions en direct après. Donc conservez un petit quart d'heure à la fin pour poser toutes vos questions. Ouais. Bonsoir à tous. Donc, comme Jérôme le disait, on va rentrer de suite dans le vif du sujet, donc le technique, avec une petite piqûre de rappel qu'on avait déjà rencontré sur des webinaires précédents, notamment sur la de Bosch. Donc, pour commencer, on va rappeler rapidement le rôle des logiciels de programmation. Donc, nous, comme vous le savez, on est revendeur de la marque Dimsport, qui, leur logiciel, eux, c'est le RACE, que nous, on utilise au quotidien, sur lequel on forme les gens et que l'on utilise tout le temps. Donc, le but d'un logiciel de programmation, donc premier but, bien sûr, ça va être de traduire les données d'un calculateur qui est donc à la base d'un format décimal. Donc, on extrait un fichier d'un calculateur, c'est du format hexadécimal, le fameux point bin, que l'on transfère sur un logiciel de programmation et qui, déjà, lui, va nous le transformer en format décimal, c'est-à-dire en chiffre, pour que ce soit déjà plus concret pour nous. Ensuite, le second rôle, ça va être d'identifier et de mettre en forme les cartographies principales. Donc, c'est-à-dire que fichier brut, si vous l'avez, c'est son enchaînement de chiffres, comme on l'a vu. Mais s'il fallait chaque fois chercher dans le fichier des cartographies principales, ça prendrait énormément de temps. Donc, une des principales fonctions de logiciel de programmation, ça va être de trouver ces zones-là. Ça peut permettre aussi donc, de comparer des fichiers et de mettre en valeur les différences. Donc, quand vous faites une lecture d'un calculateur, vous avez une base de données de fichiers certifiés d'origine, avec lesquels vous pouvez donc comparer votre lecture d'un véhicule avec un fichier certifié d'origine et voir les éventuelles différences qu'il peut y avoir.
pour voir si le fichier est tout simplement d'origine ou pas. Philippe Président, quand même rappeler que surtout ce fichier d'origine ne doit surtout pas servir à remettre un véhicule qui serait modifié et le remettre d'origine si ce n'est pas un véhicule qui a été modifié par vous-même avec ce même outil. Hein, je préfère le repréciser. Oui, tout à fait. Il faut s'en servir comme une base de comparaison, mais pas l'utiliser tel quel pour programmer le calculateur directement. Voilà. Il faut écraser les différences. Donc ensuite, l'autre principale fonction, bien sûr, c'est de modifier les cartographies. C'est ce pourquoi on achète souvent le logiciel. Et aussi, donc, calculer la somme de contrôle, donc le fameux checksum. Donc, souvenez-vous, donc, pour chaque véhicule, chaque calculateur qui est monté sur un véhicule, il y a un genre de code PIN pour résumer en quelque sorte. Donc, c'est le code d'accès du véhicule. Si on fait des modifications dans le calculateur sans pouvoir calculer le fameux checksum-là, vous allez remonter le calculateur ou écrire le fichier et le véhicule ne redémarrera pas parce que le checksum n'est pas bon, tout simplement. Alors, donc, ça paraît basique, mais oui, on a beaucoup de supports techniques qui peuvent venir de ce cas-là. On a beaucoup de clients qui travaillent avec des fichiers achetés à droite, à gauche, sans recalcul de checksum derrière, et ils se retrouvent avec des véhicules qui ne démarrent plus, des calculateurs qui peuvent être bloqués. Donc bon, faites bien tout ce boulot de recalcul de checksum systématique pour être sûr de mettre des fichiers qui soient bien adaptés au calculateur. Sur des véhicules qui ne démarrent pas, donc on traite tous les SAV donc, de DIMSport pour le marché français. Sur plus des 3/4 des SAV liés à un véhicule qui ne redémarre pas, c'est le checksum qui est en cause. Attention, comme déjà on l'a dit, sur les plateformes de fichiers, quand on achète des fichiers, même si on vous dit que le checksum est calculé ou bien calculé, très souvent ce n'est pas le cas et il y a énormément de SAV qui sont faits là-dessus. Voilà. Donc voilà pour un petit rappel sur les fonctions principales donc, du RACE et des logiciels de programmation. Donc là, on va faire un petit récap donc, des différentes visualisations qu'on peut avoir donc, sur le logiciel de programmation. Donc là, c'est l'exemple typique d'un limiteur de couple. Donc pour résumer ce qu'on a dit juste avant, donc à la base, ce qu'on extrait d'un calculateur, c'est le format hexadécimal. Si on l'exploitait à travers le logiciel, c'est ce qu'on verrait sur le petit à gauche de l'écran, donc les données qu'on verrait. Le logiciel, première chose, il va le transformer en format décimal, donc en chiffres. Ce format décimal, donc chaque case que vous voyez dans ce tableau-là, ça va correspondre à un bit du calculateur. Donc si on pouvait zoomer ici, on le voit très, très brièvement. Vous avez des points bleus, donc chaque point bleu correspond à une case ici. Donc ce format décimal en tableau ici, on le retrouve en 2D tout simplement. Et grâce à cette 2D-là, déjà, on va pouvoir faire une première approche. Là, typiquement, on voit que la forme que ça a, par expérience, on sait que ça ressemble à un limiteur de couple. Donc on peut facilement identifier un limiteur de couple. C'est très facile d'identifier les pressions d'éjection, par exemple, les temps d'éjection. Voilà, il y a des cartographies qu'il est facile d'identifier avec la visualisation 2D. Je pense que ceux parmi vous qui utilisent déjà le RAID depuis un certain temps commencent à avoir cette facilité à identifier les caractéristiques et les natures de différentes cartos, rien qu'en regardant cet aspect en 2D. Hein. Ouais, ça doit commencer à rentrer maintenant pour certains d'entre vous. Voilà. Et dernière étape, donc le logiciel transforme en décimal, trouve les zones de cartographie, par exemple les limiteurs de couple, et ensuite va traduire cette cartographie-là en valeur concrète, c'est-à-dire en valeur réelle. Là, l'occurrence, le limiteur de couple, c'est un newton-mètre sur cette génération-là. Donc, vous voyez qu'une fois traduit par l'adressage, on retrouve des valeurs en newton-mètre qui, pour nous, en tant que metteur de points, est beaucoup plus facile à traiter, clairement que des chiffres ou du format hexadécimal. Oui, c'est bien traduit. Voilà, petit récap sur ça. Donc, ensuite, donc on parlait de ça, donc le logiciel permet de cibler les zones dans le calculateur et de les traduire. Donc tout simplement, on le voit ici. Donc là par exemple, on voit que ici c'est la zone 2D brute, c'est-à-dire donc il n'y a pas de calque qui est posé dessus. Et juste en dessous, qu'est-ce qu'on va voir? On va voir qu'il y a un calque qui s'est posé dessus pour cibler la zone qui correspond du coup à une cartographie principale qui est en gros importante pour faire de la manipulation. C'est celle qui nous intéresse. Voilà. Donc, dans un calculateur, il y a plein d'autres cartographies qui servent au fonctionnement du véhicule. Donc, quand DIMSport propose un adressage, c'est qu'ils ont identifié les cartographies qui sont importantes pour faire de la mise au point moteur, c'est-à-dire augmenter le couple et la puissance. Il y a plein d'autres cartographies qui peuvent servir à d'autres choses qui ne sont pas forcément identifiées. À vous de voir après ce que vous cherchez, mais DIMSport proposera que, par exemple, de la recherche de performance. Donc, un adressage s'appelle, chez DIMSport, on appelle ça adressage. On peut avoir d'autres noms, donc setting file en anglais, les drivers, les map packs, suivant les autres logiciels de programmation. Voilà. Et donc là, on voit que donc il y a deux cartographies qui se ressemblent énormément, qui ont la même structure. On appelle ça donc des cartographies analogues. Petit rappel au passage. Hop, donc une fois que les fameux calques sont appliqués donc, sur le fichier que vous venez de transférer sur le logiciel, on retrouve tout ça regroupé donc, dans le fameux adressage par chapitre souvent. Donc, quel que soit le logiciel, c'est souvent un petit peu la même façon de travailler. On va retrouver donc
un chapitre injection, par exemple, lambda, pression de rame d'injection. Et ça nous permet ensuite, à nous, en tant que metteur au point, d'aller faire le tour un petit peu de tous ces cartographies-là, aller d'abord voir bien sûr les principales et voir le lien qu'il y a entre elles pour savoir qu'est-ce que je vais devoir faire suite à mes essais sur banc ou sur route, qu'est-ce que je vais devoir faire dans ces cartographies-là et de pouvoir cibler le travail. Voilà, donc on retrouvera toujours des choses de façon traduite, soit en bar, en millibar, en newton-mètre. Alors, c'est jamais parfait à 100%, mais aujourd'hui, avec les informations que l'on a, les adressages qui sont faits aujourd'hui sont beaucoup plus complets que ce qu'il y avait il y a 20 ans, clairement. Oui, et puis c'est vrai qu'on essaye, nous, au quotidien, à notre niveau, de faire remonter des infos auprès de Dimsport pour qu'ils mettent à jour aussi des adressages au fur et à mesure du temps, parce que, et je crois que leur base de données, c'est 200 000, non, à peu près. On a 200 000. Voilà, 200 000 adressages. Bon, évidemment, comme le disait Aurélien, ceux des dernières années sont les plus pointus parce que ben, voilà, c'est aussi ceux qui sont les plus demandés. Il est sûr qu'aujourd'hui, vous prenez un EDC 15 d'il y a 20 ans ou 25 ans, bon, il sera certainement moins précis et moins détaillé, moins explicite qu'un adressage d'aujourd'hui. Bon, c'est normal parce qu'il y a plus d'infos et il a été créé il y a 15-20 ans avec beaucoup moins d'informations, quoi. Et c'est vrai qu'ils ne le remettent pas forcément à jour. Il n'est pas en haut de liste, quoi. C'est pas la priorité. Voilà. Donc, voilà pour l'adressage. Hop. Donc visualisation, donc là on a ouvert par exemple une cartographie, donc on retrouve la fenêtre de travail que vous connaissez, ceux qui ont le matériel, avec par exemple encore l'unitaire de couple à newton de mètre et la vue 3D, quand il y a plusieurs axes, bien sûr on peut voir aussi en 3D, donc ça permet voilà, d'aller voir si on a fait une erreur par exemple sur la modification ou de lisser certains points, voilà, certains l'utilisent, d'autres non. Oui, c'est au choix de chacun, c'est vrai que nous on est plutôt sur de la 2D à la base. Tout à fait, oui, tout à fait. Donc, on va passer maintenant un petit peu plus dans le vif du sujet. Donc, vous avez choisi la dernière fois sur le questionnaire le Delphi, donc on va aller rentrer un petit peu plus dans le Delphi. Donc, on avait fait ça pour le Bosch. On va revoir un petit peu les mêmes principes de fonctionnement sur le Delphi. Donc, comme tout le logiciel, donc le RaceEvo va permettre donc de retrouver les cartographies donc dans la zone 2D, la fameuse zone 2D, qu'on peut appeler aussi éperon complète ou hors adressage. Donc, pour pouvoir identifier les cartographies, comme on l'a dit tout à l'heure, ce qui va faire qu'on peut retrouver des cartographies, ça va être tout simplement l'expérience, donc la forme, voilà, la forme déjà de la cartographie, mais sur les valeurs qui constituent la cartographie, vous verrez que le nombre de points, le nombre de points ou les valeurs numériques qui sont dedans. Avec l'expérience, on retrouve toujours les mêmes structures, donc c'est plus facile à trouver. Et ensuite, on va voir ce que c'est. Donc, les déclarations, donc les fameux axes de la cartographie, sont souvent à côté de la cartographie. Donc, ça va vous guider aussi un petit peu dans la recherche de cartographie et de savoir à quoi ça correspond, quoi. Voilà. Tout à fait. Donc, on a pris deux exemples théoriques. Après, on va passer sur le logiciel Race pour remettre une couche après par derrière. Donc là, toujours le fameux limiteur de couple. Donc là, il faut imaginer qu'on a zoomé sur la zone 2D d'un fichier, clairement. Donc, on voit ici, en zone grise ici, donc c'est la zone de cartographie, donc le fameux calque qui est venu se poser donc, sur le limiteur de couple. On voit que la forme est plate, mais il faut imaginer que ça fait un dôme, c'est juste que le zoom est beaucoup plus loin, quoi. Donc ça, ce sont toutes les données qui interagissent directement avec le calculateur. Voilà, tout à fait. Et donc, comme je le disais tout à l'heure, donc chaque point bleu que vous voyez ici sur l'écran, si on zoome un petit peu, chaque point bleu correspond à une valeur numérique, une case du fichier de base. Voilà. Donc, zone grise, c'est la zone donc, de cartographie. Zone verte et zone bleue, ce sont les axes de la cartographie, donc, ou les fameuses déclarations de la cartographie. Voilà, c'est ce qui va nous permettre vraiment, sans ces informations-là, on peut avoir la cartographie. Ça sera très difficile de savoir quelle zone modifier et quoi modifier. Voilà. Donc, sur le Delphi, comment ça se passe? Donc, ceux qui étaient là pour les Bosch, le calculateur Bosch la dernière fois, les axes sur un calculateur Bosch sont toujours avant la cartographie. Oui. Il y a toujours la dimension de la cartographie, les axes de la cartographie et ensuite la cartographie. Sur du Delphi, il y aura, vous allez voir, j'ai pris deux exemples pour vous montrer que ça peut être aléatoire, ça sera toujours proche de la cartographie, mais pas tout le temps derrière. Oui, soit on en retrouve devant, soit on en retrouve derrière. Voilà, tout à fait. Donc j'ai pris cet exemple-là parce que là, en l'occurrence, c'est derrière, après la cartographie. Donc on va retrouver ici en vert, donc la zone verte, l'axe des ordonnées, donc l'axe Y, donc sur notre cartographie. Et là, vous voyez qu'il y a 5 points bleus. Donc c'est-à-dire que mon axe va être composé de 5 valeurs numériques. Il y aura 5 tranches dans voilà, tout à fait. Et donc là, si on pouvait avoir l'échelle, donc c'est très difficile de pouvoir zoomer, si on pouvait avoir l'échelle, donc on verrait que le point le plus haut, il est à 1013, donc la valeur dans la case du tableau est à 1013. Et là, c'est la valeur numérique directe, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de formule mathématique qui sépare la valeur écrite à la calculateur. Voilà, c'est la pression atmosphérique, tout à fait, tout à fait. Donc on voit qu'il y a 5 points, donc ça veut dire 5 valeurs de pression atmosphérique.
Et ensuite, juste après, on retrouve la zone bleue, donc c'est l'axe des abscisses, donc l'axe X qui est composé de 16 points, donc 16 cases numériques. Et là, en l'occurrence, le point le plus haut, si on pouvait voir la valeur, il est à 20 300. Donc sur du Delphi, le régime moteur, sur tout ce qui est déclaration de cartographie, on le divise par 4 et ça nous donne donc le régime moteur, donc 5075 sur minute. Notez-le bien, c'est important parce que effectivement, vous verrez dans les adressages, il n'y a pas forcément les valeurs telles qu'elles sont utilisables d'emblée quand on fait la mise au point. Là, par exemple, on est sur un régime moteur qui donne 20 000 à la base. Ça va vous paraître aberrant, mais effectivement, si vous n'avez pas qu'il faut diviser par 4 pour avoir la vraie valeur, vous êtes perdu. Donc notez-le bien. Ceux qui ont suivi le petit webinaire sur le Bosch, on avait aussi donné des formules de conversion qui reviennent sur tous les calculateurs Bosch. Sur Delphi, c'est la même chose. Quel que soit le calculateur Delphi, grosso modo, dès que vous avez des valeurs liées au régime moteur qui sont dans ces ordres-là, vous divisez par 4 et vous avez la vraie valeur. Normalement, c'est ça. Tout à fait. Et pour finir ensuite, donc, la zone grise, donc la cartographie. Donc, elle est composée de 5 x 16 valeurs, donc ça fait 80 valeurs numériques. Et donc là, c'est pareil, si on pouvait zoomer et avoir l'échelle des valeurs, on serait directement en valeur concrète, c'est-à-dire que si on est aux alentours de 300 Nm, ça serait 300 Nm et écrit noir sur blanc 300 en valeur décimale. Il n'y a pas de formule de conversion, c'est x1 la formule, donc la valeur écrite et la valeur en Nm. Voilà. Donc là, c'est un cas assez facile, à part le régime où il faut diviser, sinon le reste, c'est de la valeur. Voilà, utilisable directement. Donc, une fois traduit, donc là, on a donc extrait en quelque sorte la partie, le calque qui correspond à l'indicateur de couple, et ça nous donne donc la fameuse cartographie. Et qu'est-ce qu'on va retrouver? Donc, le contenu de la cartographie en gris et mes fameux axes en vert et en bleu, donc l'axe Y en vert ici, l'axe des abscisses X ici. Donc, souvenez-vous, donc c'était le régime qui commence de 1000 tours jusqu'à 5075 tours minute, et la pression atmosphérique où on voit qu'il y a des paliers de 700 à 1013 millibars de pression atmosphérique. Et donc, en dessous, une fois vraiment traduite en quelque sorte donc, par le logiciel, on retrouve juste le Nm, mais là, on a vu tout à l'heure que en fait, c'est directement la valeur. Il n'y a pas de formule, c'est fois. Donc, c'est utilisable. Plus rajouter Nm, et on a les valeurs directement en Nm. Voilà. Donc, ce qu'on peut dire de cette cartographie-là, c'est qu'elle a pour données d'entrée le régime moteur et la pression atmosphérique. Donc, c'est la chose la plus importante quand vous ouvrez une cartographie. Première chose à regarder, ça sera toujours donc, ces fameuses données d'entrée. Sans ces données d'entrée-là, on ne peut pas savoir où je me situe quand je veux faire la modification. Quand on fait de l'optimisation moteur, bien sûr, le but, ça va être de rajouter du couplage à régime et de la puissance. Et donc, bien sûr, donc, cibler ces régimes-là. Donc, qu'est-ce que je vais cibler comme régime? Donc, couple moteur, on sait que le couple maxi sur des diesels est aux alentours de 2000 tours minute. La puissance maxi est aux alentours de 4000-4500 tours minute. Donc, ma plage de travail, ça sera de 2000 à 4000. Et là, sur cet axe-là, on est sur de la pression atmosphérique. Donc, qu'est-ce que, en France, quand on est en temps normal, on est aux alentours de 1000 millibars de pression atmosphérique. Éventuellement, on peut descendre jusqu'à 913 quand il fait des grosses intempéries ou qu'on est en altitude. Les autres paliers, c'est des paliers qu'on n'exploitera jamais. Paliers théoriques, qu'on n'a aucun intérêt à modifier. Voilà, tout à fait. Donc là, on pourrait s'en tenir qu'à modifier les deux dernières lignes sur la plage de régime que je souhaite modifier. Voilà. OK. Donc voilà pour le premier exemple. On va prendre donc un second exemple où là, ce coup-ci, ce ne sera pas l'émetteur de couple, mais une demande de couple. Donc j'ai pris cet exemple-là pour montrer que dans un Delphi, ça peut être, les données d'entrée peuvent être situées à différents endroits. Vous souvenez-vous, sur l'émetteur de couple, c'était juste après, et là, sur la demande de couple, c'est juste avant. Donc on retrouve un petit peu le même code de couleur, c'est-à-dire que la cartographie sera en zone ici grise, et les données d'entrée, donc en zone verte, l'axe Y, en zone bleue ici, l'axe X, et vous voyez que là, ce coup-ci, c'est juste avant. Donc là, on est un peu comme sur du Bosch. Voilà, ça ressemble à du Bosch, tout à fait. Sauf que sur le Bosch, on annonce aussi la dimension juste avant. Là, il faut compter le nombre de points des données d'entrée. Donc là, ici, c'est le zoom des deux axes. Donc, zone verte, c'est l'axe désordonné, donc il fait 16 points. Si on voit ici, donc on comptait les points ici, 16 points. Donc, 16 points correspond à 16 cases dans mon fameux tableau de valeur décimale. Là, c'est de nouveau le régime moteur. Donc, la valeur la plus haute, le point ici, le plus haut, est à 20 300, programmé à 20 300 dans le calculateur. Donc, souvenez-vous, la formule, c'est divisé par 4. Donc, de nouveau, je retrouve mon régime maxi à 5075 tours minute. C'est cohérent pour un diesel. Voilà. Et ensuite, zone bleue ici, donc l'axe des abscisses. Donc, lui aussi est composé de 16 points, 16 valeurs numériques. Et ce coup-ci, c'est le pourcentage pédale. La valeur la plus haute, elle est à 12 800, programmée dans la case du calculateur. Donc,
la formule mathématique, c'est 12 800 divisé par 128, ça équivaut à 100, donc 100%. C'est-à-dire que la valeur la plus haute, bien sûr, ce qu'on va chercher à regarder, nous après, la valeur la plus haute programmée dans le calculateur, c'est 100%, donc c'est-à-dire quand j'écrase la pédale. Pied-tôle. Voilà, puis au plancher. Et la zone grise, donc, est composée de 16 x 16, 256 valeurs numériques qui sont traduites en newton-mètre. Et ce coup-ci sont traduites pas directement, c'est-à-dire qu'il va falloir diviser par 16. Pourquoi c'est différent par rapport au limiteur de couple? C'est que la programmation d'un calculateur, tout à l'heure on était sur du 8 bits, maintenant on est sur du 16 bits. Donc du coup, il y a une formule mathématique pour pouvoir retomber sur les newton-mètres. Donc concrètement, qu'est-ce que ça donne? Donc là, pareil que tout à l'heure, on a extrait en quelque sorte la zone de la cartographie et créé déjà un tableau. Donc on retrouve les valeurs brutes écrites dans le calculateur ici, et mes deux données d'entrée, mes deux axes en bleu et en vert ici. Donc on retrouve 12 800, donc là pour l'instant ça n'a pas été traduit, donc la valeur vraiment brute du calculateur. Et on retrouve plus de 20 000 ici, donc la valeur brute aussi du régime. Et une fois traduite par l'adressage, donc divisé par 4 pour le régime, donc 20 000 on passe à 5 000. Et une fois traduite ici par l'adressage aussi, donc de 12 800, on tombe à 100 parce qu'on a divisé par 128. Donc je retrouve bien mon pourcentage pédale donc, en axe X et mon régime moteur en axe Y. Et le contenu de la cartographie, souvenez-vous, c'était divisé par 16. Donc si je divisais les valeurs ici par 16, je retomberai du coup sur des valeurs en newton-mètre, voilà. Qui sont beaucoup plus facilement exploitables. Voilà, donc là c'est un petit peu plus compliqué en quelque sorte. Donc l'adressage nous permet donc de trouver la zone, mais aussi de la traduire en valeurs qui soient concrètes pour moi, c'est-à-dire du régime moteur, du pourcentage pédale et des valeurs en newton-mètre. Sans ça, ça serait très difficile de pouvoir guider notre travail. Donc là, on peut dire que cette cartographie-là, elle a pour donner d'entrée le régime moteur et la position pédale accélérateur. Et même chose que tout à l'heure, donc quand j'ouvre la cartographie, première chose que je vais devoir faire, c'est savoir me situer où est-ce que je vais devoir travailler. Quelles sont les zones qui vont être intéressantes à travailler? Donc bien sûr, quand on est sur une cartographie de ce type-là, demande de couple, ce qu'il va surtout falloir regarder, c'est la pleine charge. C'est-à-dire que quand je suis pied levé ou mi-pédale, ça ne me permettra pas d'aller chercher des performances supplémentaires. Par contre, quand je suis pied au plancher, il faut que je le vienne voir ici. Donc cette colonne-là, on voit que là, le couple maxi, il est à 407 Nm, donc aux alentours de 2000 tours minute. Et en fonction de mes essais au banc de puissance ou sur route, il faut que je vois si cette cartographie est bridante ou non. C'est-à-dire, est-ce que je suis déjà d'origine à 407 ou est-ce que je suis qu'à 300? Est-ce qu'il y a du potentiel derrière? Exactement. Si déjà je suis à 407 Nm, ça veut dire que d'ores et déjà, il faudra que je travaille dessus pour gratter en performance. Donc, au minimum cette colonne-là, et bien sûr après sur la page de régime que je souhaite après modifier. Donc voilà pour le second exemple. Hop. Et donc là, on va passer directement sur le logiciel. Voilà, on va revoir un petit peu la même chose, mais sur le logiciel, comme ça. Voilà, comme ça sera plus illustratif. Ouais. Donc voilà, donc là, on tombe directement sur un calculateur Delphi, donc installé sur un Citroën Jumpy 2 litres VGI. Donc j'ai pris ce véhicule-là parce qu'on l'avait, c'est un de nos véhicules qu'on avait récemment encore. Donc c'est du calculateur DCM 6.2A. Aujourd'hui, on est passé sur du DCM 7. C'est strictement la même chose. Le boîtier a changé, mais le contenu des calculateurs reste exactement la même. La structure reste la même. Donc, comme j'avais dit pour les Bosch, de marque de calculateur à marque de calculateur, c'est-à-dire du Delphi. Alors aujourd'hui, il y a de plus en plus de données. Donc, en gros, les mémoires, les puissances de calcul sont plus importantes. Mais la structure à l'intérieur, les formules de conversion est toujours la même. Ça marche un petit peu comme un livre auquel on rajouterait des pages. Mais l'ordre des chapitres, la façon dont c'est organisé reste toujours similaire d'un calculateur à l'autre, d'une génération à l'autre, quand vous êtes dans la même marque. Exactement. Donc, si je revais voir les cartographies que je viens de modifier, que vous présentez juste à l'instant, donc on va commencer par le limiteur de couple qui était mis en évidence. Donc, c'est celui-ci. Tac. Donc, je vais vous le montrer en 2D d'abord. Je vais dézoomer pas mal. Voilà. Donc, la capture d'écran qu'il y avait tout à l'heure, c'est ni plus ni moins donc ce limiteur de couple-là, qui était en fonction de la pression atmosphérique et du régime moteur. Hop. Donc, si je l'ouvre, on voit qu'ici, je vous montre un petit peu comment on pourrait modifier la chose. Donc, quand j'ouvre la cartographie, comme on le disait tout à l'heure, première chose à faire, c'est de venir cibler, bien sûr, mes régimes auxquels je vais vouloir modifier le véhicule, bien sûr. Et aussi, sur l'autre de l'entrée, savoir où c'est que je me situe.
Donc, comme on a vu tout à l'heure en théorie, le but, nous, en France, sur notre région, on ne va pas aller s'amuser à modifier 700, 713 millibars de pression atmosphérique. C'est des pressions auxquelles on ne serait pas. Alors, certains nous diront, on peut toujours le modifier si ça n'y va jamais. Oui, en effet, mais Il n'y a pas d'intérêt. on peut modifier toutes les cartographies, au moins on est sûr de toucher la bonne. Oui. Moi, mon principe de modification, ce qu'on essaye de présenter en formation, c'est de vraiment comprendre ce qu'on fait. Cibler les bonnes zones. Voilà, donc au maximum, on va se limiter à chaque fois à aller modifier les zones qui nous sont intéressantes. Ça nous arrive de voir des cartos faites à droite à gauche où tout est touché. Et parfois même, c'est touché de façon illogique et certaines modifications sur des cartos annulent d'autres modifications sur d'autres. Il faut qu'il y ait un lien, que tout soit compréhensible. Donc, voilà. Et donc là, par exemple, donc le but, vous voyez que visuellement, on voit ce qui a été fait. Donc on a commencé très bas en régime, à entre 1250 et 1500 tours, et on est allé jusqu'à 4500 tours parce que le but était de rechercher du couple et de la puissance. Et là, l'objectif, donc si je vois les valeurs d'origine, hop, on était à 371 Nm d'origine. On est passé en recherche, là, on allait chercher 450 Nm, et on a appliqué le même coefficient un petit peu partout pour avoir du gain en couple et en puissance. C'est juste pour illustrer le webinaire. Voilà, je ne dis pas que c'est forcément ça qu'il faut faire, mais voilà, ça permet d'illustrer, de cibler quelles zones il faut modifier quand on ouvre la cartographie. Donc, hop, on va regarder la même chose du coup sur... c'était la demande de couple que je vous avais présentée tout à l'heure. Voilà, demande de couple. Donc, il faisait 16 par 16 de 2 dimensions. Donc là, identique. Hop. Le but, quand j'ouvre la cartographie, c'est de comprendre comment elle fonctionne. Donc, on voit, en axe Y ici, le régime moteur. En axe X ici, le pourcentage de pédales. Donc, comme je disais tout à l'heure, le but, ça va être surtout d'aller regarder les pleines charges. Quand je cherche le rendement maximum du moteur, quand vous faites des essais routiers ou au bain de puissance, bien sûr, vous êtes pied au plancher. Là, c'est la même chose. Voici, si une cartographie qui est brillante, le but, ça va être de venir modifier au minima cette colonne-là. Vous voyez que les deux autres colonnes sont modifiées aussi. Alors pourquoi? Ça va être juste de la recherche de réactivité. C'est ni plus ni moins la même chose que quand vous avez des différents modes de conduite sur un véhicule. Souvent, vous avez mode éco, mode normal, mode sport, par exemple. Ça ne change pas les performances maximum du véhicule, du moins dans la grande majorité des cas. Mais par contre, vous sentez que le véhicule marche mieux et plus réactif. C'est en gros ce qu'on a fait là, c'est-à-dire qu'on a modifié les charges intermédiaires de pédales. Donc, on a commencé à 70%. Ça veut dire que quand on est à 70%, on demande un petit peu plus de couple. Donc, on a l'impression que ça va mieux. Tout à fait. Et donc là, pareil, donc on voyait qu'on a gardé la même ligne de conduite, donc on a travaillé sur les mêmes régimes que le limiteur de couple, et on allait rechercher bien sûr les mêmes valeurs. Donc ça aussi, il faut que vous ayez une cohérence de modification, c'est-à-dire que si vous ciblez une zone de travail sur une première cartographie, n'allez pas modifier l'opposé de l'autre côté. Toujours la même zone de régime et les mêmes valeurs aussi en recherche. Vous n'allez pas demander au calculateur d'un côté 300 Nm, de l'autre 450. Voilà, il faut qu'il y ait une cohérence derrière, surtout pour vous y retrouver quand il y a une multitude de cartographies, savoir quoi toucher. Voilà. Donc voilà pour la demande de couple. Ça a permis d'illustrer un petit peu ce qu'on a vu en théorie sur le logiciel. Donc après, dans l'adressage, il y a énormément d'autres cartographies. Donc là, vous voyez qu'il y a beaucoup de rouge. C'est un exemple que j'avais pris au hasard, mais quand on fait une modification, le but, c'est de cibler les cartographies à modifier en faisant le lien les unes entre les autres. C'est ce qu'on essaie d'apprendre. Oui, sachant que, comme toujours, il faut agir avec méthodologie, identifier les cartos qui vont être vraiment les plus importantes et les plus limitantes, parce que ça ne sert à rien, comme on disait, de tout toucher. Identifier d'abord les cartos maîtresses, celles qui vont déterminer le pilotage de toutes les autres. Et il suffit des fois de toucher juste celle-là pour avoir le résultat que vous souhaitez. Tout à fait, tout à fait. Donc voilà pour cet exemple-là. Hop. Eh bien, on a fait le tour. Ça fait une petite demi-heure. Bon, on est dans le timing. Bon, j'espère que ça vous a plu. Vous allez me dire, c'est toujours trop court, bien évidemment, mais malheureusement, on ne peut pas faire durer ça des heures. Bon, merci d'avoir participé et d'avoir suivi. Avant qu'on passe aux questions-réponses, on voulait juste vous annoncer qu'on va faire une petite pause au mois d'août, bien évidemment, un peu comme beaucoup de monde en France. On reprend, cela dit, nos webinaires mi-septembre, mardi 16, où on va aborder un autre sujet technique qui, lui, devrait vous intéresser au moins autant que ce qu'on vient de faire, puisqu'on va parler de ce qu'on appelle les cartographies initiales. Et puis, quand on parle de méthodologie de travail, c'est la base c'est ce qu'on enseigne en formation, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on va identifier
à la base pour bien travailler sa carto. Donc, on vous attendra nombreux le 16 à 18h pour passer une petite demi-heure, 3/4 d'heure avec nous sur tout ce qui est carto initial. Hein. On va passer aux questions-réponses. Est-ce que vous avez des questions? J'en profite pendant que vous commencez à rédiger vos questions pour vous dire que vous allez recevoir bien évidemment, pour ceux qui n'ont pas pu venir, le replay par mail. Et il sera disponible aussi, bien entendu, sur les réseaux sociaux dans les 2 jours à venir à peu près. Comme ça, vous pourrez vous le repasser aussi, puisque c'est vrai qu'on passe assez rapidement sur des détails techniques ça va très vite après qui nous paraissent évidents, enfin surtout à toi, plus qu'à moi. Et donc, ça vous permet de vous le refaire, de bien reprendre tout le cheminement. N'hésitez pas aussi à retrouver les anciens, puisque pour ceux qui n'avaient pas pu suivre celui sur Bosch, c'est de la même teneur, avec autant d'informations précieuses sur le fonctionnement des cartos. Si vous ne voulez pas, vous nous le dites, on pourra vous le remettre et vous le renvoyer. Voilà, bon, je pense qu'on a été à peu près complet. On va passer aux questions. Est-ce que certains ont des questions? Donc, n'hésitez pas dans le chat à les poser, ou sinon dans l'onglet aussi questions-réponses potentiellement pour ceux qui l'ont. Alors, on va faire voir. Ah, mais dans questions-réponses, il y a quelqu'un qui me demande est-ce qu'on va faire la même chose avec Denso? C'est pas prévu pour l'instant. Pour l'instant, c'est pas prévu. Si on a une demande forte. Déjà plusieurs sujets déjà calés pour fin d'année. Après, si on arrive à trouver un créneau, pourquoi pas. Après, si. C'est vrai qu'on commençait à planifier un peu ce qu'on allait faire cet automne. On vous communiquera un petit peu plus ça à la rentrée. Mais bon, oui, on verra. On verra si ça peut s'insérer dans notre planning, parce qu'on a tellement de sujets à aborder que, bon, voilà, on ne peut pas vous le promettre. Même si vraiment il y a beaucoup parmi vous qui le veulent, je pense qu'on pourra se prendre le luxe de se faire une session spéciale d'Enzo. Les autres marques, pas trop la peine, parce que quand on voit Continental ou Magneti, là, bon, on peut moins rentrer dans le détail parce que les structures sont tellement bordéliques, entre guillemets, que l'analyse image sur ce type de calculateur est extrêmement complexe. Et même pour nous, c'est très dur. Et nous, sans adressage, sur du Magneti, par exemple, on s'en sort pas, quoi. Oui, tout à fait. Alors, qu'est-ce qu'on a comme question? Alors, quand on souhaite remettre un fichier d'origine en téléchargeant sur le serveur d'InSport. Quand on souhaite remettre un fichier d'origine en le téléchargeant sur le serveur d'InSport. La question, c'est quoi? C'est de savoir est-ce qu'on peut réutiliser un fichier certifié d'origine? Il arrive un point, oui. Oui, tout à fait. Alors, il arrive un point oui, donc il sert mais par contre, comme Jérôme l'a déjà dit tout à l'heure, il ne faut surtout pas l'utiliser tel quel pour le programmer directement dans le calculateur. Il sert de base de comparaison, c'est-à-dire vous faites l'extraction du fichier de votre véhicule, vous le comparez à ce point oui-là, et en gros, si vous voulez remettre d'origine, vous effacez les différences. Voilà, vous effacez les différences qu'il peut y avoir entre les deux, et vous réécrivez votre fichier remis d'origine. Oui, parce que tu m'arrêtes si je me trompe, si je raconte des bêtises, mais le contenu des données qu'il y a sur ce fichier, en fait, ne concerne que la partie gestion moteur. Et quand vous allez écrire le fichier, vous allez risquer d'avoir des zones blanches. C'est-à-dire qu'il y a des zones où il y a les numéros de série, d'antidémarrage, etc., qui vont être effacés lors de l'écriture, et c'est pour ça que ça va vous bloquer le calculateur. Grosso modo. Il vaut mieux faire ça. Alors, suivant la génération de calculateur, sur un type de calculateur, on pourrait, dans certains cas, récupérer directement le fichier et le réécrire. Au pire des cas, si vous voulez vous en assurer, vous ouvrez un ticket, vous envoyez un ticket, on vous confirme si vous pouvez le faire ou pas. Mais voilà, il vaut mieux partir sur votre base à vous et effacer les différences, remettre à zéro et épuiser votre fichier. Voilà. J'espère qu'on a répondu à ta question. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Est-ce que sur question-réponse? Alors, ça, c'est une question intéressante. Maxime nous demande si on a prévu un épisode sur les cartos de boîte automatique. C'est une bonne idée. On n'avait même pas pensé. On a un tableau énorme de sujets différents, on va le rajouter. Mais pour l'instant, on n'y avait pas forcément pensé. Tu vois, encore. Mais oui, ça peut être un sujet, effectivement. Alors, nous, en termes de boîte auto, on a plutôt le DSG, quoi. Là, on est équipé avec les outils pour pouvoir les lire.
Après, c'est vrai C'est que ponctuel. C'est vrai que nous, on fait peu ouais, de grosses modifications qui pourraient amener souvent des modifications de boîte ou certains aussi ont régularisé ça. Nous, on le fait que très ponctuellement. Par oui. contre, on a les connaissances pour et pourquoi pas faire un sujet dessus. On pourrait, on pourrait. C'est vrai que nous, d'habitude, quand on fait du travail, vu qu'on travaille vraiment plutôt vraiment sur du stage 1, on va dire que la boîte elle a tendance à suivre et à s'adapter aux nouvelles valeurs de couple qu'on indique, hein. Donc c'est vrai que c'est relativement rare qu'on travaille sur les C'est une boîtes. bonne idée. Mais c'est une idée, oui, effectivement. Merci pour l'idée. Est-ce qu'on a une autre question? La lecture du Delphi peut se faire en bench, au boot ou au BD? Ça dépend des calculateurs, Ça dépend hein. des calculateurs, ouais. Il y a un peu de tout. Certains calculateurs, on aura les 3 choix. Là, si on prend le DCM7, la dernière génération qui est en route là, certains DCM7, on peut faire une lecture OBD. Certains, on peut faire une lecture virtuelle par l'OBD. Donc juste une identification. Et après, sinon, ça sera de l'ouverture. Il n'y aura pas de bench, ça sera que du boot. Oui, c'est vrai qu'en Delphi, il y a très peu de bench en Ouais. fait, hein, il me semble, hein, de Et mémoire. DCM7, ouais, le point 1A, si je ne me trompe pas, c'est de l'identification, donc de la lecture virtuelle, et le point 1B, c'est une lecture de tête. Ouais. En OBD, voilà. En OBD, ouais. Mais après, c'est vrai qu'en lecture trace data, la plupart du temps, c'est d'open, hein. Ouais, tout à fait. Qu'est-ce qu'on aurait d'autre? Tout le monde parle. Ok. Ah oui, c'est Maxime nous posait des questions sur les boîtes ZDF, etc. Alors, Ah, ouais. boîte ZDF, nous, on maîtrise pas, hein, parce que les seuls qu'on puisse éventuellement connaître, c'est tout ce qui est DSG. Ouais, DG, ouais, on travaille essentiellement là-dessus, mais on n'a jamais été confronté à des problématiques liées à la boîte de vitesse. Donc, pour l'instant, Nouvelle question, alors qui déborde un peu du sujet, mais bon, c'est un sujet tellement courant que on va à quand le déblocage du calculateur MD1 CS003? Bon, ben, c'est pas que le MD1 CS003, c'est tous les Bosch MD1, MG1, certains Conti aussi, ben, tout ce qui est Bosch depuis 2021. Bon, c'est sûr que on est encore bloqué dessus. Dimsport est encore en train de travailler dessus. La grosse problématique de ce que j'ai pu comprendre, c'est que la détection et la mise en face des mots de passe est extrêmement compliquée. Parce que c'est un algorithme du constructeur qui pilote, il me semble, hein, la création des mots de passe, et que tant qu'on n'a pas les infos sur cet algorithme, on ne pourra jamais faire caler les mots de passe et pouvoir entamer des lectures et des écritures. Donc on travaille dessus. Mais pour l'instant, voilà, on n'a pas de date à annoncer. Il est possible que Dimsport nous annonce ça dans 2 mois ou 3 mois sans nous prévenir en disant on a la solution. Il y a des choses en cours sur différents boîtiers. Il y en a tellement différents aussi que c'est difficile de pouvoir travailler sur tout en même temps, mais ça avance pas assez vite pour tout le monde. Mais voilà. Mais bon, on peut penser aussi que l'arrivée du nouvel outil plus puissant aussi, bon, maintenant qu'il sort, déjà va permettre de libérer aussi des ressources chez Dimsport pour se concentrer et développer encore plus les nouveaux protocoles. Beaucoup d'ingénieurs qui étaient dédiés à l'outil vont être libres en quelque sorte, vont repasser sur du développement de protocoles directement, et donc ça va pouvoir accélérer un petit peu le rythme, quoi. Voilà, et en plus, le nouvel outil étant plus puissant, ça va peut-être permettre de nouvelles choses aussi en termes d'opérations de lecture-écriture. Donc bon, malheureusement, pas de date, mais c'est en cours et on est aussi impatient que vous. En tout cas, pour ceux qui ont des galères, je fais une petite aparté là-dessus, mais sachez qu'on a des solutions en rapide là, pro qui marchent très bien. On a des boîtiers, là, on en a monté aujourd'hui sur une BM qui marche très très bien. On a sorti. C'est une solution provisoire, en attendant d'avoir une solution en carton. On travaille avec du boîtier, SM d'installation, qui sont fiables, qui sont alimentés par les capteurs. Voilà, ça. Donc si vous avez besoin, vous me contactez et je pourrais vous donner toutes les infos là-dessus. Autre question, est-ce qu'on peut faire une lecture en bench avec le Genius ou est-ce qu'il faut le trace data? Alors, là-dessus, le Genius, il est absolument fait pour faire de l'OBD à la base. Alors, il y a quelques calculateurs où effectivement, vous pouvez trouver des documentations avec des branchements en bench. Alors, ça concerne vraiment une poignée de calculateurs, hein. Il y a quelques Nissan, je crois, qui sont équipés avec ce type de calculo. Certains Denso, d'ailleurs, ça ne passe pas par l'OBD et la notice demande d'aller se plugger directement sur les pin-out du calculateur. Et après, j'ai envie de dire, ça vaut risque et péril. Le problème, c'est que quand on est branché avec le Genius, un protocole qui a été développé pour travailler par la prise OBD, dans certains cas, des vieilles générations, l'OBD était relié directement
au calculateur. Aujourd'hui, vous savez que sur un véhicule, il y a une multitude de calculateurs. Donc, quand on branche le Genus à la prise OBD, avant d'arriver au calculateur moteur, ça passe par d'autres calculateurs. Donc, en étant branché directement sur le calculateur avec le Genus, le protocole ne va pas forcément réagir de la même façon que s'il était branché sur l'OBD. Et ça peut créer des problématiques, soit à la lecture, c'est pas trop grave, mais si c'est à l'écriture, ben, ça peut planter clairement. Donc, ça peut être compliqué de récupérer. Donc, il y en a beaucoup qui le font. C'est possible dans certains cas de le faire, mais ce n'est pas forcément conseillé, quoi. Ou alors, il faut prendre des garde-fous, quoi. Voilà. Ouais. Donc, il faut bien retenir que le Genus, c'est vraiment un outil OBD et que voilà, c'est vraiment quand il n'y a pas le choix et sur que quelques calculateurs où on peut faire ça. Et vous avez d'ailleurs dans la boîte de base du Genus, vous avez le câble F32 GN011, qui est le câble universel. C'est d'ailleurs c'est un grand problème pour le nouvel outil. Là, il faut tester en fait tous les protocoles qui existaient sur le Genus. Ils sont transférés sur le The Genus. Donc, on a tous les calculateurs qui existent, tous les protocoles qui existent chez Limsport. On a le calculateur qui va en face. C'est-à-dire qu'on a pu tester le protocole directement, comme vous l'avez dit, en benchmark en quelque sorte avec le The Genus sur le connecteur du calculateur. Maintenant, il manque à valider la même chose, mais branché sur le connecteur, sur la prise OBD du véhicule, pour être sûr qu'il n'y ait pas de problématique avec les autres boîtiers qui sont sur le véhicule. Voilà. C'est une des raisons pour lesquelles on n'a pas encore tous les protocoles qui sont sur The Genus. C'est en cours, bien sûr. Oui, ça évolue très vite, plus vite que prévu, mais encore, il y aura toujours des vieilles générations de calculateurs ou des véhicules qui sont très peu, qu'on retrouve très peu. Ça sera de plus en plus compliqué de trouver certains véhicules. Voilà. Mais voilà, au final, il est prévu que tout ce qu'il est possible de faire aujourd'hui avec le Genus et le Transdata soit faisable avec le The Genus. Qu'est-ce qu'il me dit? Est-ce que c'est possible de lire ou d'écrire sur les TCU avec le The Genus? Oui, c'est un peu la même question que tout à l'heure. Alors, dans certains cas, oui, j'ai vraiment pris l'exemple des DSG. Alors, il faut un câble spécial, du moins pour faire l'extraction du fichier, on passe par un connecteur qui est directement sur la boîte de vitesse, sur le boîte DSG. Et après, l'écriture se fait par la prise OBD. Oui. Mais sur le Genus, oui, il y a les protocoles qui sont dédiés aux boîtes de vitesse. Alors, je n'ai pas la liste en tête, mais il y en a quelques-unes. Je crois qu'il y a une valise avec 6 câbles pour chaque DSG. Et après, il y a encore d'autres applications qui sont par contre là, souvent de l'open mode directement avec le Transdata sur du TCU, quoi, avec le Transdata. Voilà. Il me semble même d'ailleurs qu'il y a des protocoles pour de la JTRAG aussi. Oui, tout à fait. Après, le Transdata, il faut voir ça comme un outil vraiment de lecture-écriture pure et dure. On a même des sociétés qui font de la réparation de calculateurs, pas du tout de reprogrammation, qui achètent le Transdata pour pouvoir faire des lectures-écritures de différents modules électroniques, calculateurs de boîte. On a les calculateurs Aditac, en certains cas, une multitude de calculateurs. On espère avoir répondu donc à ta question. Une question, suggestion de webinaire. Est-ce que vous pouvez faire un webinaire sur un exemple de reprogrammation sur un calculateur? Un peu comme une étude de cas, voire comme un exercice. Mais le prochain webinaire, ça va être un petit peu le début de ça. Donc, on va parler de tout ce qui est cartographie initiale et le lien qu'il y a entre elles. Déjà, avec ce webinaire-là, ça sera une très bonne base pour faire un début de programmation. Et après, pourquoi pas faire une seconde étape après, plus poussée, où on va faire la modification un peu plus poussée après derrière. Mais déjà, le prochain webinaire de septembre, ça répond quasiment à la question, tout à fait. Ouais. Alors, bon, nous, on voit ces webinaires comme quelque chose d'assez interactif, hein, donc on est là aussi pour vous donner des infos. N'hésitez pas à nous faire part un petit peu des sujets qui vous intéressent aussi, parce que bon, on est à l'écoute de ce dont vous avez besoin, donc voilà, on peut adapter aussi notre contenu par rapport à vos questions, hein, bien évidemment. Bon, mais il est l'heure, je pense qu'à moins que quelqu'un ait une dernière question. On a fait le tour. Bon, mais je pense qu'on est bon. Donc, merci à vous d'avoir suivi. On se retrouvera avec plaisir le 16 septembre. D'ici là, si vous avez les moindres questions concernant nos formations, le matériel, le nouvel outil, les boîtiers, vous avez mon adresse mail et vous avez mon numéro de téléphone. Je reste à votre dispo. Bonnes vacances à ceux qui partent. Et puis, je vous dis à la rentrée. À la rentrée. À bientôt. À bientôt.